Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau live Citeo sur LinkedIn. Je me présente, je suis Adeline Abeg, je travaille au sein de l'équipe communication chez Citeo. Citeo, en quelques mots, pour ceux qui nous connaissent mal, est une entreprise à mission qui est mobilisée pour accélérer l'économie circulaire des emballages ménagers et des papiers graphiques. Il y a maintenant quelques mois, même quelques années, depuis l'année dernière, nous avons lancé un programme de communication, pédagogique basé sur la connaissance et l'expertise qui s'appelle « Plus on sait, mieux on fait ». Et c'est dans le cadre de ce programme que nous vous proposons aujourd'hui ce live sur le thème du recyclage. Aujourd'hui, le recyclage a 30 ans d'existence, peut-être même un peu plus pour le matériau vert. Le recyclage est rechallengé, parfois même décrié. Il n'en a pas moins fait ses preuves en devenant l'un des bras armés de l'économie circulaire, en permettant à la matière de redevenir, la matière recyclée, de redevenir des emballages ou des objets du quotidien. Alors quels sont ces résultats aujourd'hui, les résultats du recyclage au bout de 30 ans, sur différents plans, au plan économique, environnemental, mais aussi social. Quels sont les grands défis qu'il doit relever, notamment pour les emballages en plastique qui sont encore peu recyclés. Et puis quelles sont les technologies qui pourraient aujourd'hui, demain, permettre de faire progresser le recyclage. Eh bien c'est ce que nous allons voir avec les deux experts qui sont avec nous aujourd'hui. Et puis bien sûr, ils répondront à ces questions, à d'autres et aussi aux vôtres que vous pourrez poser dans la partie commentaires. Je vous les présente tout de suite. Bonjour Florian Troet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le responsable RSE et développement durable de Yoplait. C'est une marque de produits laitiers frais qui est bien connue des consommateurs. Vous nous parlerez des enjeux et des objectifs de Yoplait en matière de recyclage, donc des emballages de vos produits. Et puis, vous nous parlerez aussi des projets dans lesquels vous êtes engagés. À mes côtés également, Sophie Génier. Bonjour Adeline. Bonjour Sophie, tu es la directrice des services recyclage de Citeo. Tu diriges une équipe qui a pour mission de piloter de nombreux projets autour du recyclage, comme la reprise et la qualité de la matière recyclée, mais aussi la R&D, notamment pour traiter le développement, la pérennité et le développement des filières de recyclage. Au sein de l'équipe aussi, on a à cœur, comme pour ce programme, de diffuser la connaissance et animé aussi de la veille, innovation, et ça notamment au travers du programme Citeo Prospective. D'ailleurs, il y a un rendez-vous le 13 avril sur un autre sujet, sur les fibreux, mais qu'on vous invite à suivre. Vous pouvez évidemment, bien sûr, vous y inscrire. Alors, avant de lancer les échanges, je vous propose d'écouter ce que les habitants, quelques habitants de Bordeaux et de Paris ont à nous dire sur le recyclage. Je vous propose d'écouter tout de suite. Alors je sais qu'il n'y a qu'une petite proportion de ce qu'on jette qui est recyclé malheureusement. Ça me fait penser aux poubelles jaunes. Les emballages en carton sont recyclables, en papier le sont, en polyester j'ai un doute. Les boîtes de conserve je ne sais pas si elles sont recyclables, même si je pense que si. Pour moi ce qui est recyclable c'est tout ce qui est papier, ferraille. Les vêtements. Les vêtements ça peut être je crois recyclé à partir de sacs plastiques en l'occurrence. Je sais qu'il existe des stylos qui sont recyclés avec les bouteilles. Ça dépend, dans l'absolu oui, mais ça dépend du procédé. Si le procédé est lourd et fait fonctionner beaucoup d'usines, beaucoup de gens qui prennent leur voiture, etc., le gain n'est pas forcément bon. Je trouve que c'est très bien plutôt que de jeter et que ça soit perdu. Oui, j'aimerais. C'est un vœu pieux, mais après, est-ce que ça se fera? Ça, malheureusement, à notre niveau, on n'est pas trop décisionnaire. J'espère, sincèrement c'est un objectif, mais ça m'étonnerait quand même. Je pense plutôt qu'on va essayer de trouver d'autres types de produits qui ne sont pas issus de ressources fossiles. Est-ce qu'un jour, on arrivera enfin à recycler l'intégralité d'un emballage?
Alors à écouter ces citoyens, consommateurs, voilà, on sent quand même un peu de doute, quelques interrogations, mais aussi quand même un peu de conviction dans l'idée que voilà, le recyclage est quand même utile. Sophie, j'ai envie d'avoir ta réponse à la question de Cyril, voilà, pour rentrer tout de suite dans le sujet. Ensuite, peut-être on réélargira pour bien comprendre où on en est aujourd'hui du recyclage des emballages. Cyril demandait, est-ce qu'on saura un jour recycler un emballage dans son intégralité? C'est un enjeu en effet. Alors effectivement, c'est un enjeu et c'est en tout cas l'ambition qu'on se fixe chez Citeo d'avoir ce 100% solution, c'est-à-dire de faire en sorte que l'ensemble des emballages et des papiers soient recyclables et une solution en fin de vie. Donc ça veut dire quoi? On le sait, sur quasiment tous les matériaux, ils sont parfaitement recyclables et puis si on fait un petit focus sur le plastique, on sait qu'on a un enjeu sur les emballages plastiques, parce qu'aujourd'hui, on en a 65% qui sont recyclables, 20% qui ont des filières en voie de développement et 15% pour lesquels il faut travailler sur l'éco-conception. Puis après, au-delà de ça, il faut avoir le dispositif de collecte, de tri et les solutions de recyclage en face qui permettent d'atteindre cet objectif. Oui, c'est ça. On reviendra. Il faut toute une filière avec différentes étapes pour pouvoir recycler un emballage, mais aussi un geste de tri qui se fasse par le consommateur. On y reviendra. Simplement pour comprendre, puisque, je le disais, le recyclage, c'est un des piliers de l'économie circulaire. Aujourd'hui, c'est une industrie, le recyclage, qui s'est constituée, qui est tout à fait structurée et construite, pour qu'on comprenne bien ce qu'elle représente en France, peut-être en Europe, mais déjà au moins dans nos frontières. Est-ce que tu peux nous présenter cette industrie du recyclage? Voilà, ce qu'elle fait, ce qu'elle représente, comment elle s'est construite et comment elle est structurée aujourd'hui? Alors effectivement, tu le mentionnais dans l'introduction, donc ça a démarré pour l'emballage ménager il y a 30 ans avec la création à l'époque de la responsabilité élargie du producteur en France pour les emballages ménagers et la création d'éco-emballage qui est devenu Citeo par la suite. Donc voilà, donc ça c'était il y a 30 ans. Pourtant ça a commencé avant, puisque effectivement si on prend l'exemple du verre, dès les années 70-75, il y a eu le développement de la collecte et du recyclage des emballages en verre et des bouteilles en verre. Voilà. Mais à partir de 92, il y a cette création et cette alliance avec les collectivités territoriales pour mettre en place la collecte sélective, donc le fameux bac jaune, le geste de tri du quotidien des Français, et développer cette industrie. Derrière, il y a toute une industrie qui s'est constituée, qui s'est créée en 30 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir quelques chiffres, on a à peu près 160 centres de tri sur le territoire français, donc qui, une fois le bac jaune collecté, vont séparer les différents matériaux et les différentes fractions pour ensuite les envoyer vers des usines de recyclage. On a plus de 300 acteurs du recyclage qui travaillent quotidiennement en France pour racheter les matières et les faire recycler sur le territoire français. Alors, tu l'as dit, objectif, recycler un maximum d'emballages et de papier graphique. On va voir où on en est aujourd'hui. Je donne juste les grands chiffres de performance des taux de recyclage. Alors, un taux de recyclage, c'est le recyclage effectif par rapport aux mises en marché, c'est-à-dire le taux de recyclage aujourd'hui des emballages ménagers est de 68%. C'est 68% des emballages qui sont effectivement recyclés sur l'ensemble des emballages mis sur le marché et commercialisés sur une année. Donc 68% sur les emballages, 60,5% soyons précis pour les papiers graphiques. Et là vous voyez s'afficher les taux par matériau pour les emballages, donc l'acier, l'aluminium, le papier carton avec deux types de composantes, les briques on les regarde aussi un petit peu à part et des autres emballages, le plastique, j'ai envie de dire les plastiques avec les bouteilles et flacons historiquement triés, on va y revenir, et puis le matériau vert qui est donc le matériau, on l'a dit, historique du recyclage avec un taux de recyclage qui est très fort de 85%. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Sophie? On voit des disparités effectivement par matériau, le verre historique a un taux plus fort, peut-être que ça s'explique, mais pas que. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour éclairer, analyser ces différents taux de recyclage par matériau? Effectivement, on voit des disparités parmi les catégories d'emballage et les différents matériaux, et on voit bien très vite qu'on a un focus, donc effectivement il y a des matériaux qui se recyclent très bien, qui historiquement ont un geste de tri qui est très installé. On parle du verre, on parle des métaux, on parle des papiers cartons, et puis on a peut-être deux matériaux pour lesquels
on peut avoir un focus un petit peu plus particulier pour lequel il faut développer le recyclage. Et là, on va parler de l'aluminium et effectivement de ce focus sur les plastiques avec ces enjeux. C'est, comme tu le disais, c'est pas un plastique, c'est des plastiques. Donc historiquement, on ne triait que les bouteilles et flacons. Aujourd'hui, on étend les consignes de tri, on simplifie le geste de tri en disant l'ensemble des emballages plastiques vont dans le bac de tri. Et derrière, il faut pouvoir construire l'industrie du recyclage comme on l'a fait pour les autres matériaux. Florian Troet, vous Yoplait, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, commercialise des produits laitiers frais dans des emballages qui sont donc très majoritairement en plastique. Enfin, je dis donc, en tout cas pour Yoplait, ils sont très majoritairement en plastique, notamment des pots de yaourt qui sont en plastique polystyrène. Il disait avec Sophie qu'il y avait plusieurs types de plastique et qui font partie, en tout cas encore à l'heure d'aujourd'hui, de ces emballages en plastique qu'on recycle très peu, mal, encore aujourd'hui, avec des débouchés qui sont sans grande valeur, disons, au plan industriel, au plan économique. Comment est-ce que vous avez pris ce sujet du recyclage et comment aujourd'hui chez Yoplait vous cherchez à faire progresser le recyclage de ces pots de yaourt notamment? Fondamentalement, il est crucial d'aller faire émerger une filière de recyclage pot à pot en France. C'est-à-dire pour refaire un des pot pots qui redevient avec... un pot. Voilà. Et donc quand on est dans l'agroalimentaire, ce qui est le cas de Yoplait, des produits laitiers frais, finalement ce qui est important c'est de disposer de matières recyclées aptes au contact alimentaire. Donc vraiment de pouvoir revenir sur l'usage initial, c'est-à-dire un pot apte au contact alimentaire redevient un pot apte au contact alimentaire. Et donc si on prend l'exemple des pots de yaourt, qui, comme vous l'avez dit, utilisent beaucoup de polystyrène, l'idée c'est de se dire, voilà, aujourd'hui comment on recycle ce polystyrène? Et aujourd'hui on le recycle, mais on le recycle avec des débouchés limités, parce qu'on ne revient pas à l'usage initial. La matière polystyrène recyclée n'est pas apte au contact alimentaire avec les technologies en place aujourd'hui. Donc débouchés limités, finalement recyclage limité, donc pas opérationnel et pas à l'échelle. Et donc là, avec l'émergence de nouvelles technologies de recyclage qui vont permettre de faire que la matière polystyrène redevienne finalement apte au contact alimentaire, associée à l'extension des consignes de tri, finalement maintenant on va être en capacité de monter une filière. Et une filière qui fait qu'un pot polystyrène, un pot de yaourt, redevienne un pot de yaourt. Et ça c'est bien l'enjeu principal, finalement rentrer dans cette circularité, qui fait qu'un pot redevienne un pot. Et effectivement, pour créer cette filière, on reviendra sur l'ensemble des étapes qui sont nécessaires pour la constituer. Chez Yoplait aujourd'hui, il est important, vous avez la conviction que continuer avec ce plastique-ci, c'est-à-dire le polystyrène, est pour vous un enjeu important qui mérite qu'on y travaille, plutôt que de travailler sur des alternatives, par exemple. Oui, en fait, avec l'émergence de cette filière de recyclage, finalement, on se dit que le pot polystyrène, il rentre en cohérence avec les enjeux d'économie circulaire. Après, ça a été dit, c'est un matériau qui est très utilisé pour les pots de yaourt et c'est pas par hasard. Si on utilise ce matériau, c'est finalement qu'il a beaucoup d'avantages dans notre application comme pour d'autres. Et finalement, ces avantages, ils sont surtout liés par rapport aux produits et par rapport aux consommateurs. On a l'avantage finalement d'avoir un matériau qui permet un format pratique, le format fécal où on peut séparer les pots facilement, donc qui est un format qui a une fonctionnalité pour le consommateur. On protège aussi efficacement le produit laitier frais, le yaourt, qui est un produit qui est sensible à la microbiologie, donc il faut bien le protéger. Et on a aussi un produit de la consommation de tous les jours qu'on doit rendre accessible, et donc là les formats par 16 par exemple sont rendus possibles avec ce matériau. Donc en fait on a un matériau, le polystyrène, qui est particulièrement adapté à l'application, donc les produits laitiers frais, et au-delà de ce cahier des charges, on va dire plutôt produit et plutôt consommateur qui est rempli, on a aussi, en associant la matière plastique polystyrène à une technologie de mise en forme, qui est une technologie finalement de thermoformage, remplissage et scellage en ligne, donc c'est vraiment le couple des deux, on a pu optimiser l'emballage sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Donc on a une optimisation au niveau de la logistique amont, on ne vient pas s'approvisionner en pot vide, on vient s'approvisionner en feuilles de plastique, et donc la conséquence c'est que c'est moins de camions sur les routes. On a avec cette technologie finalement aussi diminué la quantité de matière utilisée, donc vraiment la réduction à la source, qui est quand même vraiment le point important, notamment sur la matière plastique. Et on a aussi finalement des process très efficients. Enfin, c'est très efficace de faire des pots de yaourt avec du polystyrène. Le polystyrène a une plage de thermoformage très large, ce qui fait qu'on peut tourner très vite. Et donc c'est important pour un matériau qui un matériau et un produit qui est un produit de consommation tous les jours. Donc on a un emballage qui est très optimisé, un emballage qui est parfaitement adapté au produit,
un emballage dont la filière est en développement, donc on n'a aucune raison de s'en passer. Oui, ce sont toutes ces raisons qui justifient, Sophie, c'est-à-dire une praticité pour le consommateur, des enjeux économiques ou une performance économique prouvée. J'imagine que pour aboutir à ces conclusions, voilà, ça a mérité et nécessité des analyses. C'est ça qui justifie, Sophie, qu'on mette des efforts sur une filière. Et du coup, comment on fait? C'est-à-dire qu'il faut s'assurer de quoi exactement pour qu'entre la mise en marché et puis le résultat souhaité, le résultat final, qui est donc le recyclage, quelles sont toutes les étapes qu'il faut cocher et où on puisse se dire, là, ça y est, on a une filière qui est constituée? Oui, alors pour constituer une filière de recyclage viable et pérenne, ce qu'on dit, il y a différentes composantes. Il faut à la fois avoir des mises en marché qui sont suffisantes, parce qu'effectivement, il faut avoir des quantités et des volumes qui sont suffisants pour justifier de la mise en place d'une filière industrielle, et des emballages qui soient éco-conçus. Donc, comme Florent disait, il faut des emballages qui soient adaptés d'un point de vue environnemental et qui soient ensuite adaptés, qui soient développés pour la filière de recyclage. Ensuite, il faut évidemment avoir un dispositif de collecte, de tri, qui soit aussi efficace, qui permette d'aller récupérer la catégorie d'emballage ou de matière qu'on souhaite aller chercher. Enfin, il faut une filière de recyclage et des technologies de recyclage qui soient efficaces, économiquement viables et à l'échelle d'un point de vue technique et technologique. Et enfin, pour terminer et boucler à bout, des débouchés qui soient aussi en quantité, en qualité suffisants pour adresser l'ensemble des matières qui rentreront dans le dispositif. Du coup, on avait prévu de traiter ça un peu plus loin dans l'interview, mais quand même j'ai envie puisqu'on parle de gisement, on dit qu'il faut être en capacité de collecter suffisamment pour pouvoir ensuite faire quelque chose de cette matière, mais pas 3 pots par 3 pots, il faut que ce soit un volume suffisamment conséquent. Quel rôle, Sophie, joue l'extension des consignes de tri, la simplification du geste de tri qui est en cours, qui est en marche en France, dans ce rôle de collecter plus d'emballages, y compris des emballages qui sont encore peu recyclés, mais qui ont un avenir prometteur, je dirais, en matière de recyclage? Alors c'est évidemment fondamental, parce que pour pouvoir effectivement développer ces filières de recyclage, il faut pouvoir adresser des volumes qui soient suffisants pour pouvoir les faire tourner. Et pour avoir ces volumes qui sont suffisants, on va remonter la chaîne. Et le premier, c'est bien la collecte. Et au niveau de la collecte, donc ce geste de tri simplifié des Français qui vont permettre de dire, à qui on va dire, mettez l'ensemble de vos emballages dans votre bac de tri. Et on le voit, c'est efficace, ça permet de collecter beaucoup plus d'emballages. Donc aujourd'hui, c'est 65% de la population qui sont en extension des consignes de tri. L'objectif, c'est que fin 2022, courant 2023, il y ait 100% de la population qui soit couverte par ce geste de tri simplifié. Et ensuite, ces emballages nouvellement collectés, ils vont pouvoir être triés dans des centres de tri modernisés et ensuite envoyés au recyclage. Oui. Donc ça va permettre d'adresser et de permettre aux filières de recyclage d'avoir de la visibilité en termes d'approvisionnement sur le moyen long terme pour pouvoir investir. Oui, et tu nous expliques qu'est-ce qu'on fait justement concrètement de ces emballages qui n'ont pas encore de filière, mais qu'on collecte via cette extension des consignes de tri et le bac jaune. C'est 65% de Français qui peuvent le faire. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a un mot un petit peu barbare, un programme industriel, enfin, je ne sais pas si on peut le nommer comme ça, mais qui s'appelle le flux développement et qui permet de faire quelque chose de ces emballages en devenir sous l'angle du recyclage. Exactement, on en parlait, on a des filières dites en développement, donc on a parlé évidemment du polystyrène, mais pas que, il y a les barquettes PET, et également tout ce qui vont être films et souples, en particulier en polypropylène ou en base polyéthylène. Je vais arrêter là le jargon un petit peu technique. Voilà, ces emballages-là, on le sait, on a besoin d'adresser ces filières de recyclage et de donner de la visibilité. Et pour ça, on a besoin de massifier les tonnages qu'on va collecter et qu'on va pouvoir collecter. Donc c'est pour ça qu'on a créé, que le dispositif a créé ce qu'on a appelé ce flux développement. On va dire dans les centres de tri, on va mettre ensemble l'ensemble de ces emballages pour lesquels aujourd'hui on n'a pas d'industrie du recyclage encore suffisamment bien établie, pérenne, efficace pour adresser l'ensemble des quantités qui vont être collectées et triées quand on sera à extension complète, pour pouvoir donner de la visibilité à ces industriels. Donc Citeo et les sociétés agréées vont être en charge de la gestion de ce flux pour pouvoir mettre en place cette massification, ce surtri, donc reséparer bien les composants et permettre de donner de la visibilité aux industriels pour pouvoir investir.
On a une question de Christian qui est intéressante. Petit suspense, je vous pose d'abord une question, Florian Troet, ensuite on y vient. C'est toujours sur le pot de yaourt. Une fois qu'on a cette extension qui va permettre de massifier, d'avoir ces gisements, comment on structure ensuite, vous en tant qu'industriel, comment on s'organise pour pouvoir, bien, étape par étape, constituer cette filière? Construire une filière de recyclage, ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas une démarche individuelle, donc on a besoin de se regrouper en collectif. C'est ce qui a été fait donc, au sein de Citeo avec le consortium PS25 pour le cas du polystyrène, où finalement des metteurs au marché qui utilisent cette matière polystyrène. Donc, on a retrouvé la majorité des acteurs des produits laitiers frais, mais on a retrouvé aussi des acteurs des markets de volaille ou de viande. Finalement, ces acteurs utilisateurs de polystyrène se sont regroupés autour de la question centrale, est-ce qu'il est pertinent et est-ce qu'il est possible d'aller développer une filière de recyclage pour ce matériau, donc là, le polystyrène, avec retour au contact alimentaire, c'est ce que je disais, c'est vraiment le débouché qu'on vise, et en France. Et donc vraiment l'objectif, c'est via un consortium d'acteurs, d'aller collectivement se connecter avec la chaîne de valeur du recyclage. En tant que metteur au marché, on n'a pas accès directement, en tout cas, avec cette chaîne de valeur, mais via le consortium, au nom du consortium, on a pu aller se connecter avec finalement ces acteurs-là et par le biais de consultations, d'interviews, d'identifier finalement ce qui était en train de se passer, parce que là on est vraiment à une époque où il y a beaucoup de choses qui émergent avec les nouvelles technologies, aussi de travailler à tester pour apprendre un petit peu, par exemple en centre de tri, comment se comportent les emballages que l'on considère en polystyrène, est-ce qu'ils sont bien captés ou pas. Aussi, aller identifier potentiellement les points un peu faibles d'une chaîne de valeur. Donc, typiquement, sur le cas du polystyrène, l'étape de préparation, qui est une étape clé pour tout le recyclage, c'était pas aussi clair qu'on l'aurait voulu. Donc là, finalement, action-réaction au sein du consortium, décision de lancer un appel à manifestation d'intérêt, ce qui a été fait par Citeo, et ça a permis d'identifier des acteurs prêts à investir sur cette étape-là. Donc vraiment, fondamentalement, c'était l'objectif de se dire, est-ce qu'on a toutes les pièces du puzzle ? Et ça, c'était vraiment la phase 1, de se dire, est-ce qu'on a tous les éléments qui permettront de construire cette filière? Et au bout de cette phase, finalement, c'était mi-2021 où on a pu se dire, oui, on a tout ce qu'il faut. Après, une fois qu'on a le puzzle, les pièces, est-ce qu'il fait vraiment sens de le construire? Et donc là, c'est vraiment la phase 2 qui est plutôt de se dire, on rentre plus dans les chiffres, dans les volumes, dans les efficiences, vraiment de se dire fondamentalement, est-ce que l'équation technico-économique, elle tient la route ou pas? Donc là, ça a été le deuxième travail qui a été fait par ces acteurs collectivement. Et pour arriver à la conclusion fin d'année dernière que oui, l'équation tient la route, oui, ça fait sens de développer cette filière. Et maintenant, nous avons commencé la phase 3 en 2022, qui est plutôt l'accompagnement des projets, des porteurs de projets qui font que cette filière va émerger à l'échelle industrielle. La question de Christian, si un pot de yaourt redevient un pot, vous en avez parlé à plusieurs reprises, Florian Troet, combien de fois pourra-t-on reproduire ce recyclage sans perte de qualité du produit? Est-ce qu'on a déjà une idée, alors que la filière est en train de se faire, les technologies qui vont permettre de recycler sont encore en gestation, peut-être un peu plus quand même que gestation, tu nous le diras tout à l'heure, émerge en tout cas. Est-ce qu'on sait déjà se projeter ou est-ce qu'on a un objectif quand on parle de retour alimentaire, de cycle de recyclage? C'est souvent une question qui revient quand on parle de recyclage, c'est combien de fois on peut recycler? Alors, je peux répondre si tu veux. Alors effectivement, c'est un objectif et l'idée, c'est de pouvoir retrouver de la matière qui ait les mêmes propriétés techniques et mécaniques que de la matière vierge. Et c'est pour ça, et dans tout le travail qui a été fait dans l'identification des technologies, dans les tests qui ont pu être réalisés, c'était d'identifier effectivement des technologies qui permettent ce retour au contact alimentaire. Donc là, on a la partie, évidemment, sécurité sanitaire, etc., qui est extrêmement importante, mais aussi la partie technique et technologique. On le voit, un pot de yaourt, la matière, elle est pas noire, hein, elle est transparente ou de couleur blanche, etc. Donc il faut pouvoir revenir à ça. Et ça a été vraiment le driver. Et aujourd'hui, les technologies qui sont identifiées permettent d'adresser ça. C'est-à-dire que vraiment, la matière polystyrène, on va dire la matière recyclée polystyrène est vraiment équivalente à de la matière vierge. Donc on est vraiment sur de la substitution vraiment complète. Par contre, et là, on ne va pas se le cacher, on n'est pas dans un système industriel pur et parfait, donc forcément on ne sera pas à 100% sur l'ensemble des pots de yaourt ou sur l'ensemble des pots de matière recyclée, il y aura forcément encore un peu de matière vierge parce que le geste de tri n'est pas parfait, la collecte n'est pas parfaite, etc., etc.
Et est-ce que tu peux nous parler aussi de l'étape un peu éco-conception quand on parle aussi d'une filière de recyclage? Parce que la recherche et développement, elle se fait sur les emballages, elle se fait vraiment de la conception du pot, ou en tout cas de l'emballage, jusqu'à son recyclage. Et il y a un travail en amont aussi sur la conception, et il y a un travail qui a été fait sur le pot de yaourt pour qu'il soit plus facilement recyclable, et ça intrinsèquement, je dirais, dès sa conception. Pourquoi il a fallu faire ce travail aussi en amont sur le pot? Alors effectivement, hein, on parle de la construction de la filière, et c'est ce qu'on disait, il faut qu'on arrive à récupérer un maximum de matière pour pouvoir la recycler. Un pot de yaourt, c'est constitué de polystyrène majoritairement, pour ceux qui sont en polystyrène, mais également il y a une étiquette, un opercule, etc. Donc on s'est dit, si on veut maximiser en fait la récupération de polystyrène, on va essayer de viser un pot qui soit fait d'une seule matière. Mais techniquement et d'un point de vue technologique, c'était un challenge. Donc c'est un projet qui a été mené effectivement en partenariat avec différents partenaires, dont Tribala et Plastic Ventna, et qui nous a permis en fait cette réalisation, qui est un pot qui est 100% polystyrène. Donc avec le corps, hein, qui est évidemment polystyrène, mais également l'opercule et l'étiquette. Qui aujourd'hui n'est pas l'opercule, parce que c'est pas forcément évident de se dire c'est fait de différents matériaux. C'est fait de différents matériaux. Donc là, on est sur des prototypes, hein, on le voit bien. Donc là, les prochains enjeux, ça va évidemment être de permettre de valider d'un point de vue technico-économique la faisabilité, son intégration dans les filières de recyclage, quelle efficacité, etc. etc. Et après, avec cet apprentissage, ça va être quelque chose qui va pouvoir être partagé, d'ailleurs on partage aujourd'hui, mais qui sera partagé avec l'ensemble des acteurs comme étant une des voies ou une des pistes pour améliorer l'éco-conception des pots. On a une question de Marion sur l'extension des consignes de tri. Marion demande, est-ce qu'avec cette extension, la simplification du geste de tri, le volume réel de matériaux recyclés a-t-il augmenté? Est-ce que tu peux revenir sur les performances? C'est vrai qu'on se pose la question sur les performances que permet, les progrès que permettent de faire cette extension de consignes de tri. Alors effectivement, hein, l'extension des consignes de tri permet d'augmenter les performances, et pas que sur les plastiques, sur l'ensemble des matériaux. Parce qu'avec ce geste de tri simplifié, on va redire aux consommateurs, mettez l'ensemble de vos emballages dans le bac de tri. Donc déjà des consommateurs qui pouvaient parfois se poser la question devant son bac de tri, est-ce que je le mets, je le mets pas, et qui du coup se disaient, trop compliqué, je ne mets pas et je ne trie pas, on va regagner cette confiance du consommateur et lui dire, en simplifiant, voilà, vous mettez l'ensemble de vos emballages et de vos papiers dans le bac de tri. Donc on a effectivement cette augmentation réelle de l'ensemble des emballages, et en général on parle de plus de 2 kilos de plastique par habitant et par an, et un effet d'entraînement équivalent à peu près aussi à 2 kg par habitant et par an. Ce qui, en volume, et on le voit sur l'augmentation des performances du recyclage, nous permet de collecter plus, de trier plus et de recycler quelques dizaines de milliers de tonnes supplémentaires par an. Oui, et ainsi de faire fonctionner cette recherche et développement, voire industrialisation sur ces filières. On y reviendra, mais je voudrais prendre quand même la question de Didier, qui nous amène plutôt sur le terrain du recyclage comme industrie locale, ou en tout cas nationale, et qui demande, alors on change de matériaux, qui nous demande est-ce que tous les papiers cartons qui sont collectés, récoltés, sont recyclés localement ou au moins en France? Qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est vrai qu'on est en train de parler de développement du recyclage, de nouvelles industries capables de recycler. Quelle est notre optique là-dessus? Est-ce qu'on vise principalement le recyclage en France? Est-ce que pour les papiers cartons, voire sur les autres matériaux, on a déjà un recyclage qui est installé, je dirais, nationalement? Alors oui, effectivement, le recyclage se fait majoritairement en France et en Europe. Alors il faut savoir que sur l'ensemble des emballages ménagers, c'est 85% des emballages qui sont recyclés en France, 14-15% qui sont recyclés en dehors de France, mais sur le territoire européen, et c'est moins de 1% qui partent dit au grand export. Donc en fait, oui, on est sur une industrie majoritairement nationale et locale, et c'est pour nous un enjeu, et ça a toujours été un driver depuis le démarrage, en disant cette économie circulaire, elle est source en fait de développement économique pour le territoire français, et aussi du coup de matières qui du coup sont récupérées localement, recyclées localement, et qui sont réutilisées, réinjectées dans des dispositifs de production sur le territoire français. Donc c'est évidemment pour nous un enjeu de
développer majoritairement cette industrie en France. Alors évidemment, on parle de l'Europe, parce qu'on est quand même sur un territoire européen où on parle de capacités importantes pour pouvoir monter des usines. Donc on est sur des usines qui traitent plusieurs dizaines de milliers de tonnes par an. Donc effectivement, le champ d'approvisionnement de ces usines, il est forcément un petit peu plus loin que le simple territoire. Et d'où des échanges évidemment intra-européens qui s'opèrent et qui sont évidemment intéressants. Pour vous aussi, Florian Trouet, côté metteur en marché, l'idée de cette circularité, l'économie circulaire qui se joue vraiment aussi en local, circulaire mais aussi local, c'est aussi un sujet, un point d'intérêt et d'attention? Oui, Yoplait, via sa stratégie RSE, finalement, cherche à réduire l'impact environnemental sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Donc quand on prend le cas particulier de l'emballage, cette stratégie, finalement, elle passe par la diminution finalement de l'utilisation des ressources, c'est bien de ça dont on parle, et le recyclage s'inscrit là-dedans. Le recyclage permet justement de limiter l'usage de ressources vierges, et donc c'est sûr qu'à partir du moment où on a un gisement d'emballage français, ça fait quand même beaucoup de sens d'avoir une filière de recyclage également française. En plus, on est dans un pays qui a placé la stratégie économie circulaire plutôt effectivement assez loin, donc plutôt vu comme étant un pays en avance par rapport à d'autres géographies. Avec tout ça, c'est vrai que ça fait quand même sens de raisonner, on va dire, en France. Après, on ne peut que se féliciter de voir qu'il y a des projets qui émergent aussi en Europe. Ça prouve bien en fait que le recyclage, ce n'est pas juste une singularité nationale, mais plutôt une vraie transition qui est en train de se passer à l'échelle européenne. Et quand on reprend l'exemple du polystyrène, alors on a 2 projets d'usine en France, on en a 3, on va dire, en Europe. Finalement, tant mieux. Ça veut dire qu'on est vraiment sur une tendance de fond. Mais après, c'est sûr qu'effectivement, il faut que cette tendance de fond, elle s'installe dans un écosystème, à défaut de local, en tout cas dans une géographie qui soit cohérente. Alors justement, vous parlez de capacité de recyclage, de nouvelles usines qui s'intéressent et qui vont travailler là-dessus. Avec quelle technologie? C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui, recycler des plastiques, par exemple, qui ne se recyclent pas ou mal aujourd'hui, nécessite le recours ou d'aller chercher des technologies qui sont différentes de technologies traditionnelles de recyclage? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Sophie? Est-ce que ce sont maintenant des technos qui sont complémentaires et sur quoi on progresse aujourd'hui? Alors oui, donc si on fait le focus là, encore une fois sur les plastiques, mais on pourrait citer des choses aussi sur les autres matériaux. Mais oui, voilà, quand on fait le focus sur les plastiques, aujourd'hui, oui, ça nécessite d'aller chercher des nouvelles technologies, principalement sur les plastiques. Le recyclage, on va dire, traditionnel, c'est ce qu'on appelle du recyclage mécanique, où on va venir laver la matière, la broyer et la refondre pour en faire une nouvelle matière plastique qui va être injectée dans des nouveaux process de production. Ça marche très bien et c'est très efficace et on a les débouchés qui vont bien. Donc on a pour certaines matières les bouteilles PET qui en plus, on a des technologies qui permettent le retour au contact alimentaire. Donc une bouteille PET va redevenir une bouteille PET, une bouteille de shampoing va aller dans des tuyaux d'irrigation, etc. Donc on a vraiment ce dispositif qui fonctionne bien. Et puis on a certains types d'emballages et on le citait, donc on a cité le polystyrène, les barquettes PET ou d'autres, où on se dit, pour aller plus loin, pour viser le contact alimentaire, pour certains matériaux, pour pouvoir recycler des catégories d'emballage pour lesquelles on a un peu plus de complexité aujourd'hui, qu'on a un peu plus de complexité à recycler, on va pouvoir aller chercher ces nouvelles technologies, avec cet enjeu de pouvoir recycler effectivement des gammes d'emballage plus larges, et également de pouvoir s'affranchir du sujet de la couleur et permettre le retour au contact alimentaire. Donc c'est ces technologies de recyclage chimique qui vont permettre cela et qui sont évidemment complémentaires du recyclage mécanique. Ce sont des technologies que vous regardez aussi avec, j'imagine, c'est plus que regarder avec attention. Comment est-ce que vous projetez sur les possibilités et comment, voilà, quel regard vous portez sur ces sauts technologiques, notamment ce recyclage chimique? On reviendra peut-être, Sophie, ou peut-être Florian, nous dire ce qu'on entend par là, c'est-à-dire mécanique. On se dit, bon, c'est des machines, beaucoup qui travaillent, si je ne dis pas de bêtises, à broyer plutôt la matière, pour la refondre et refaire de l'emballage.
Là, de quoi on parle quand on parle de ces technologies-là? Déjà, on a la chance d'avoir toutes ces technologies. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment elles qui permettent aujourd'hui d'envisager de faire des nouvelles filières de recyclage. Mais effectivement, il y a plusieurs, on va dire, façons de recycler. Donc le mécanique, ça a été évoqué, donc je ne vais pas revenir dessus, mais qui est finalement aller broyer la matière et la refondre. Et après, on parle de recyclage donc, chimique, qui est finalement un recyclage où on revient à l'élément constitutif en fait, d'une matière plastique. Aujourd'hui, une matière plastique, c'est finalement une polymérisation d'un monomère ou de plusieurs monomères. Et finalement, le recyclage chimique, c'est de revenir à cette entité fondamentale. Et à partir de cette entité fondamentale, un petit peu comme une pièce de Lego, on vient reconstruire le plastique qu'on avait initialement. Donc c'est vraiment ces nouvelles technologies qui permettent d'ouvrir de nouveaux potentiels et de nouveaux débouchés. Et après, finalement, on a la chance d'avoir tout ça. Et l'objectif, finalement, c'est de toutes les considérer en se disant voilà, comment elles s'intègrent dans une filière opérationnelle à l'échelle, ensemble, de façon complémentaire, pour qu'on maximise le recyclage en fait, des emballages et qu'on fasse en sorte, si je reviens sur les pots de yaourt, que finalement tous les pots de yaourt redeviennent un pot de yaourt. Ce n'est pas en choisissant particulièrement une technologie, mais plutôt en prenant le meilleur de chacune d'elles et d'aller construire la filière qui fasse le plus de sens. Et après, en tant que contribution, ce qu'on peut faire nous en tant que metteurs au marché sur ces technologies-là, finalement c'est d'un côté s'assurer que le gisement qu'on met au marché soit compatible avec les technologies telles qu'elles sont en train d'émerger. Et de l'autre côté, c'est d'utiliser la matière qui sort de ces technologies, le débouché. Et sur ce sujet, par exemple, Yoplait a lancé l'année dernière 2 gammes de produits qui utilisent 50% de polystyrène recyclé certifié. Donc c'est bien aussi l'objectif d'aller utiliser la matière qui sort de ces technologies-là pour qu'elle puisse faire sens et pour qu'elle puisse émerger dans une filière opérationnelle. Alors, et comment on s'assure, comme toute chose nouvelle, parfois, on teste, on expérimente. Quels sont peut-être les points de vigilance par rapport à ces nouvelles technologies qu'on observe chez Citeo à travers les tests et effectivement les expérimentations qui sont menées? Alors c'est pas miraculeux, c'est-à-dire que c'est pas quand on parle de recyclage chimique, c'est pas on met l'ensemble des emballages plastiques par exemple dans une grosse marmite et puis on en ressort comme par magie une matière apte au contact alimentaire. Non, donc toute cette matière de toute façon, elle doit être sélectionnée, triée, préparée, etc. avant d'être envoyée dans ces dispositifs. Et effectivement, ça demande d'avoir un certain nombre de vigilances et en particulier le bilan environnemental, de s'assurer qu'on est quand même sur quelque chose de positif d'un point de vue purement bien environnemental. L'énergie, comme Florian l'expliquait, on va venir quelque part, on revient à des éléments plus élémentaires de la matière, donc on va plus loin dans la chaîne et ça demande un apport énergétique qui est un petit peu plus important, donc il faut pouvoir aussi veiller à ce bilan énergétique, de s'assurer qu'on a bien aussi sur un bilan énergétique positif. Il faut qu'on puisse s'assurer aussi de la traçabilité des matières, ça fait partie des enjeux qui sont extrêmement importants, c'est-à-dire qu'on puisse suivre la matière tout le long de son chemin, ou en tout cas qu'il y ait des règles qui soient bien établies pour permettre ce qu'on appelle de pouvoir attester que la matière elle a été effectivement recyclée et que la matière qui en sort est effectivement de la matière recyclée. Voilà, donc c'est tous ces enjeux qu'on va adresser et sur lesquels on continue à travailler avec les acteurs pour pouvoir assurer aux metteurs sur le marché, mais aussi à la société civile en général, qu'on est bien dans des dispositifs qui soient bien sécurisés d'un point de vue environnemental, de gestion, etc., etc. Oui, alors voilà, juste entre-temps, la question de Quentin est arrivée. Qu'en est-il de l'impact environnemental du recyclage chimique par rapport au recyclage mécanique? Tu disais, voilà, et on a concrètement des éléments aujourd'hui où, voilà, donc c'est plutôt des tests qui sont prévus ou des mesures qui sont réalisées à chaque expérimentation, ou en tout cas à chaque opération, je dirais. À chaque opération, on va avoir des mesures. Après, tous les porteurs de technologie, aujourd'hui, travaillent à ce bilan environnemental et donc à estimer quelles sont les consommations énergétiques, etc. Aujourd'hui, on n'a pas d'usines, il y a très peu d'usines qui sont en fonctionnement de recyclage chimique. On est plutôt sur des choses qui fonctionnent à l'état de pilote, donc sur des petites unités et qui vont devenir, l'idée là aujourd'hui, l'enjeu, c'est bien de les faire passer à l'échelle d'ici 2025. Et donc c'est au cours de ce passage à l'échelle où il faudra bien être vigilant, même si sur les prototypes, on a des éléments pour dire que certains, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue consommation, on est sur des choses qui sont plus énergivores, qui ont effectivement plus de consommation que du recyclage mécanique.
Par contre, tous les apports que ça peut avoir restent intéressants et restent bénéfiques par rapport à de l'enfouissement ou de la valorisation énergétique pure. Donc voilà, donc on reste sur des choses bénéfiques et c'est bien le driver qu'on a. Après, il va falloir le confirmer une fois qu'on aura les unités industrielles en fonctionnement. Et c'est vrai qu'après, quand on prend justement, on reprend parce que c'est une question qui s'est posée dans le cadre justement du consortium PS25, et effectivement, on a le recyclage. On peut aussi recycler mécaniquement avec potentiellement un retour au contact alimentaire. Il y a un projet pour ça sur le polystyrène. On a aussi des projets de dissolution, on a des projets où on revient au styrène, il y a d'autres projets où on va encore plus loin dans la destruction de la matière plastique et pour revenir à du naphta. Globalement, en fait, plus on va loin finalement dans ce type de technologie, effectivement, plus on a besoin d'énergie. Par contre, il y a quand même quelque chose qui ressort de tout ça, c'est que chacun de ces projets se compare toujours par rapport soit à l'incinération, soit à la fabrication de matières vierges. Et ces projets, en fait, ils n'avancent que si ça apporte ce bénéfice-là. Après, il est évident que selon les spécificités des technologies, les variations en termes d'impact environnemental seront à prendre au cas par cas, mais globalement, on n'est que sur des technologies qui apportent un bénéfice environnemental, sinon elles ne vont pas très loin dans le process, en fait. Est-ce que ces nouvelles technologies de recyclage peuvent s'appliquer, alors on a beaucoup parlé du polystyrène, mais aussi à d'autres types de plastiques, encore mal recyclés aussi aujourd'hui, sur quelles résines on investit aussi aujourd'hui, en tout cas on cherche à avancer, et peut-être aussi d'autres matériaux. Tu parlais des enjeux sur l'aluminium, et donc est-ce que là aussi les nouvelles technologies peuvent permettre de progresser? Alors oui, donc effectivement, au-delà du polystyrène, on a, et je le citais, on a 3 grands secteurs, 3 grandes filières qu'on dit en développement pour les plastiques, donc le polystyrène. On a aussi les barquettes PET, en particulier les barquettes PET operculées. Donc là, on va parler, pour parler concrètement aux internautes, on va parler évidemment des barquettes de jambon, des barquettes de charcuterie, voilà, des barquettes traiteurs qui sont très souvent en PET et qui ont effectivement cet opercule. Donc l'enjeu est bien de développer, on a, et on le sait, l'industrie du recyclage de la bouteille PET qui est extrêmement bien installée, qui fonctionne bien, et donc on a le même enjeu sur cette filière-là, aussi avec cet objectif de se dire, visons le retour au contact alimentaire pour pouvoir réintroduire de la matière recyclée. Ça fait partie évidemment des enjeux des metteurs sur le marché de pouvoir réutiliser cette matière. Et puis ensuite, on a, donc là, on va travailler aussi sur des technologies ou de recyclage mécanique ou de recyclage chimique. Et enfin, la troisième filière, c'est plutôt pour les films. Et donc là, en particulier, tout ce qui dans les films plastiques, donc vous voyez, on a les sacs, les films qui entourent les bouteilles d'eau, mais on a également tous les paquets de pâtes, voilà, pour citer quelques exemples comme ça, les sachets de bonbons, enfin voilà, on le voit, on a énormément de films plastiques, donc qui sont en termes de matériaux d'emballage extrêmement intéressants, en termes de légèreté, propriétés mécaniques, propriétés barrières, etc., mais qui ont besoin du coup d'adresser aussi ce sujet du recyclage. Et là, on va travailler plutôt sur des technologies qui vont être de type pyrolyse, où là, Florian le citait, on va revenir encore à des éléments plus avant dans la chaîne de valeur en créant des huiles de pyrolyse qui vont venir remplacer le naphta. Voilà, donc on revient plus avant dans la chaîne de fabrication des matières plastiques, mais ça reste effectivement des enjeux. Ensuite, sur les autres matériaux, parce qu'effectivement, on ne travaille pas que sur le plastique, on travaille sur l'ensemble des matériaux, même sur les matériaux qui historiquement sont extrêmement bien recyclés, on a toujours des voies d'amélioration. Donc on fait des choses sur le papier carton et on fait des choses sur l'aluminium. On l'a vu, l'aluminium qui a aussi des enjeux en termes de taux de recyclage. Donc on a ce développement de l'aluminium. Et parmi l'aluminium, on a toute une fange d'emballages qui sont ce qu'on appelle les petits emballages en aluminium, qui sont majoritairement, donc on va parler de tout ce qui sont les emballages souples, en aluminium, les capsules de café, etc., sur lequel aujourd'hui on n'a pas de solution non plus de recyclage qui soit pérenne en France et sur lequel on va travailler. Donc déjà, on travaille à la fois la récupération de ces emballages. On voit, ils sont petits, difficiles à capter, difficiles à recycler. Donc on investit dans les centres de tri pour pouvoir les récupérer. Et ensuite, on va travailler aussi au développement de technologies de recyclage du type pyrolyse, où on va venir, en absence d'oxygène, chauffer très fortement la matière, ce qui va permettre en fait de récupérer l'aluminium et ensuite de pouvoir les réutiliser dans des systèmes de production.
Oui, parce qu'ils représentent un certain volume, ces petits. Oui. On parle de petits, mais on a l'impression qu'en fait, ils sont parle de petits, en mais ils sont quantité, nombreux. Ça fait beaucoup. D'où l'intérêt de développer développer aussi ces technologies. Alors, une question d'Anna, effectivement, qui est beaucoup d'acteurs, beaucoup d'entre nous l'ont en tête, les personnes qui s'intéressent de près au sujet de l'économie circulaire, c'est cet objectif de la loi AGEC qui vise, alors on n'est pas sur l'emballage spécifiquement, hein, la suppression ou l'interdiction du plastique à usage unique à un horizon 2040. Anna nous demande comment appréhender cette mesure qui a priori va concerner qui devrait concerner toutes les industries. Là on parle d'investissement sur le plastique, en tout cas d'emballage. Comment on fait aussi pour avoir en ligne de mire ou en fond cet objectif? Est-ce qu'on travaille aussi sur d'autres alternatives? Est-ce que l'emballage pourrait être concerné à 100% par cette mesure? Ou est-ce que ça paraît... est-ce que voilà, on est plutôt sur des pistes qui seraient vers la réutilisation, le réemploi, ou peut-être certaines alternatives? Florian Trouet, comment ça s'envisage chez Yoplait? Aujourd'hui, déjà... Pour les pots de yaourt aujourd'hui, à l'échelle nationale en tout cas, on ne peut pas se passer de matière plastique. Donc on est bien obligé d'aller monter des filières de recyclage à un horizon de 2025. C'est d'ailleurs aussi le sens de la loi, hein, tendre vers 100% d'emballage. Oui, tout à fait. On n'a pas rappelé cet objectif, mais il y a 2040, c'est plus près de nous. La première étape. Et donc c'est vraiment aujourd'hui, de toute façon, techniquement, les solutions, elles passent par des filières de recyclage. À 2025, on n'a pas d'autre choix. Après, le recyclage, c'est une solution parmi d'autres solutions. Donc effectivement, le réemploi a été mentionné. Après, aujourd'hui, le réemploi, d'ailleurs, on le travaille dans le cadre d'emballage standard réemployable au sein de Citeo, se dire, voilà, il demande à être travaillé et il demande à finalement faire un nouveau modèle de distribution autour du réemploi, mais il reste à construire. Donc là, aujourd'hui, il est encore en train de se mettre en place. Les emballages qui vont entrer d'ailleurs dans ce schéma-là sont aussi en train d'être définis, les modèles associés. Donc, bien sûr, le réemploi sera une façon pour consommer différemment et donc aller dans ce sens à 2040 où on va aller vers réduire le plastique à usage unique. Après, on a encore du temps d'ici 2040, il y a encore des solutions techniques qui vont venir. Aujourd'hui, je le disais, on ne sait pas se passer du plastique, donc on est bien obligé d'aller le recycler et de le rendre circulaire. Après, on travaille aussi à des solutions d'avenir qui seront peut-être moins de plastique, voire pas de plastique, mais à partir du moment où elles n'existent pas aujourd'hui, on ne sait pas faire, on ne peut pas les mettre au marché. Donc on est vraiment sur une étape, vraiment, d'abord recyclons et continuons de travailler à faire en sorte qu'on utilise moins de ressources et surtout de moins de ressources non renouvelables. À partir du moment où on sera capable d'avoir des emballages qui seront faits à partir de la matière renouvelable, qu'elles soient recyclées ou issues d'autre chose que du fossile, on sera en ligne avec ces objectifs finalement à 2040 qui est de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Très bien, ça répond en partie à la question de Grégory qui demandait aussi si, donc pour vous Florian, si vous souhaitiez passer sur d'autres résines ou d'autres matériaux, y compris, alors on peut peut-être évoquer ce point sur des résines compostables. Comment on regarde chez Yoplait aussi, alors touchy ce sujet de la compostabilité, parce que dans quel milieu, à quelle température, compostable à la maison, compostable en industrie. Mais aujourd'hui, Sophie, je ne sais pas ce que tu en dirais, mais je crois que l'industrie du compostage n'est pas complètement mature, n'est pas complètement mûre, tu confirmes ? Je confirme. Bon, alors comment est-ce qu'on voit l'emballage compostable ou la matière compostable chez Yoplait? C'est une piste, c'est une piste lointaine? Pas tellement sur des emballages rigides. Je pense qu'aujourd'hui, on a notamment les filières de compostage. Parce qu'il faut quand même une filière. Quand on pense compostable, on pense je le mets dans mon composteur au fond du jardin. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe, même si on est sur du flexible, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Donc ça demande aussi d'avoir des filières de compostage industriel qui se développent et aujourd'hui elles sont pas forcément là. Et nous on pense chez Yoplait que ça peut avoir du sens sur des produits du yaourt, par exemple flexible ou en poche, où en fait il reste du résidu alimentaire avec un film flexible qui va peut-être être par ailleurs difficile à recycler, mais moins sur du rigide. Après, effectivement, c'est forcément une piste à regarder comme l'ensemble des solutions, mais fondamentalement, ce n'est pas la solution. Je rebondis, Sophie, c'est vrai que là, on évoque le réemploi, le recyclage et la valorisation de la matière recyclée comme nouvelle matière première, le compostable. On aurait pu aussi parler de matière biosourcée, qui permet là plutôt des avantages côté conception, pas forcément fin de vie. Comment on gère aussi chez Citeo cette
diversité en fait, des solutions qui seront en fait, complémentaires pour atteindre l'objectif de réduire les impacts sur l'environnement. C'est quand même ça aussi le point clé. Alors effectivement, tu as employé le mot-clé qui est la complémentarité des actions. Donc en fait, il faut, voilà, on a la conviction que ce n'est pas en travaillant que sur la fin de vie ou que sur le réemploi qu'on va répondre à ces enjeux d'économie circulaire. C'est vraiment en travaillant sur l'ensemble des pans de la chaîne, et il n'y a pas de solution qui soit bonne ou mauvaise. C'est vraiment cette complémentarité. Donc il va falloir adresser ce sujet du réemploi, mais on sait que ça ne va pas répondre à 100% des questions et des réponses. Idem pour le recyclage, il faut y travailler, mais ça certainement que répondra pas à 100% non plus des questions. Et puis au milieu, il y a aussi cette gestion de la matière et comment est-ce qu'on gère mieux l'ensemble de cette matière. Donc il y a la matière recyclée, il y a la matière biosourcée, et comment est-ce qu'on peut la développer, comment elle se développe dans cet environnement et dans cette chaîne de valeur. Donc ça, c'est vraiment comme ça qu'on travaille, en disant, et s'il y a des nouvelles matières qui émergent, est-ce qu'elles seront en quantité suffisante, quel impact sur l'environnement, est-ce qu'elles seront recyclables, compostables, etc. etc. Donc il faut regarder l'ensemble des éléments pour pouvoir répondre. Mais vraiment, on pense vraiment que c'est la complémentarité des actions qui nous permettront d'atteindre ces objectifs. Alors si on vient sur la matière recyclée, comme aussi une nouvelle matière première qu'on souhaite promouvoir, voire plus dans les emballages, espérons-le demain encore plus aux emballages au contact alimentaire, ce qui est encore peu le cas, on peut le dire Sophie quand même aujourd'hui. Comment on fait pour la rendre plus compétitive cette matière? Parce qu'il y a un enjeu aujourd'hui les crises sanitaires, la guerre en Europe fait que ça fait peser sur l'économie, sur les matières, l'accès aux matières. Un contexte quand même difficile. Le fait d'essayer de faire monter en puissance cette matière recyclée pour la rendre aussi attractive chez les industriels, promouvoir son utilisation versus le vierge, malgré des conjonctures extrêmement difficiles. Sophie, quels sont les leviers qu'on a à disposition? Est-ce qu'effectivement ça reste un challenge à relever qui est compliqué? Alors oui, ça reste un challenge à relever, parce qu'on le sait, la production de ces matières recyclées a un coût, donc qui est supporté par en particulier les metteurs sur le marché aujourd'hui, qui financent en grande partie la collecte, le tri et le recyclage, et ce sont eux également qui, au final, vont acheter cette matière recyclée. Donc on a vraiment besoin, pour développer cette économie, de pouvoir rendre la plus compétitive possible cette matière recyclée, et en particulier vis-à-vis du vierge. Donc en fait, quels sont les enjeux qu'on va avoir derrière? De produire de la matière qui soit de qualité suffisante, qui soit suffisamment sécuritaire pour le metteur sur le marché, pour la rendre attractive déjà d'un point de vue technique et technologique. Et puis après il y a les aspects financiers. Donc là on va parler plutôt par rapport au prix de la matière vierge, puisque le choix qui va s'offrir évidemment à l'industriel, ça va être un choix entre matière vierge et matière recyclée. Et on sait qu'aujourd'hui les industriels sont pleinement engagés, puisqu'ils sont prêts à payer parfois plus cher la matière recyclée par rapport à la matière vierge. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, qui va être un vrai driver entre l'offre et la demande. Et puis après, il y a plein d'instruments qui sont à disposition. Donc chez Citeo, on a mis en place déjà depuis quelques années. Alors c'est pas pour rendre plus compétitive la matière, c'est plutôt pour essayer d'être un driver et de pouvoir rendre un petit peu plus attractif l'utilisation de cette matière recyclée, en ayant mis en place ce qu'on a appelé des primes à l'intégration de matières recyclées, c'est-à-dire que les industriels qui utilisent cette matière recyclée sont incités à le faire au travers du tarif. Par contre, ça ne vient pas, l'objectif de ces primes n'est pas évidemment de compenser les surcoûts liés à la matière, parce qu'on va rester dans une économie de marché évidemment sur ces matériaux. Florian Trouet, ça peut être décourageant parfois d'utiliser de la matière recyclée d'un point de vue économique. Donc, Yoplait a déjà un peu pris ses responsabilités. On a lancé 2 gammes l'année dernière, et effectivement, cette matière recyclée, elle est plus chère. Ça, c'est évident. Alors, surtout au démarrage, quand on vient démarrer une filière. Après, il faut vraiment prendre ça comme un investissement. Je veux dire, à un moment donné, si on veut voir émerger ces filières,
Au début, quand il n'y a pas beaucoup de matière, hein, ça coûte plus cher. Et après, par contre, de se dire, en le faisant, on contribue aussi à faire en sorte que la filière émerge, une filière du polystyrène en l'occurrence. Et donc, avec une filière qui émerge et les tonnages associés qui rentrent dedans, effectivement, on parie un petit peu sur un avenir qui sera où le différentiel par rapport au vierge ne sera pas aussi important. Donc, c'est un frein dans le sens où pour un produit de tous les jours finalement et qui doit rester accessible, c'est assez difficile d'aller utiliser cette matière en permanence. Par contre, quand on peut le faire, eh bien on le fait parce que c'est un signal qu'on envoie par rapport à des usines de recyclage qui ont besoin de se monter. Et au-delà du signal, c'est vraiment plutôt un investissement pour l'avenir. Sophie, je voudrais qu'on parle, il nous reste quelques minutes, des papiers et des papiers cartons. Alors sur les papiers cartons, sur les enjeux de recyclage sur ces deux matériaux. Sur le papier carton, on voit le e-commerce, la pratique de la vente à distance quand même avoir un effet certain, on va dire, sur les gisements, sur les quantités d'emballage en papier carton, type colis, arriver dans les centres de tri, être triés par les consommateurs aussi d'abord, les Français. Quel impact ça a sur le recyclage? Et ensuite, je voudrais que tu nous parles un petit peu des papiers graphiques, avec une autre problématique, mais qu'on puisse aussi éclairer ceux qui nous écoutent sur ces deux enjeux. Donc effectivement, le gisement d'emballage papier-carton à recycler est plutôt en augmentation avec le développement et l'essor du e-commerce, donc avec plusieurs enjeux, déjà des enjeux de collecte, puisqu'il faut pouvoir, on est souvent sur des colis qui sont assez imposants et importants, donc il faut pouvoir avoir ces dispositifs de collecte qui soient à disposition, et ensuite les infrastructures de recyclage. Et là, en fait, et c'est une bonne nouvelle, on est vraiment sur une industrie qui est extrêmement dynamique, et on voit il y a énormément de capacités au niveau européen de recyclage et de fabrication de nouveaux emballages en papier-carton qui émergent. Et en fait, avec l'ensemble des emballages en papier-carton, on va refabriquer des emballages en papier-carton. Donc ça, c'est vraiment on est vraiment sur un marché qui est plutôt en dynamique et avec un développement des capacités de recyclage en France et en Europe. Et puis tu mentionnais les papiers graphiques, donc là on est sur une situation un petit peu différente, même complètement différente, puisqu'on est plutôt sur un érodage de l'utilisation du papier graphique, donc les mises en marché de papier sont plutôt en diminution, donc on est plutôt sur un marché qui est en diminution. Et donc là, il faut plutôt accompagner les capacités de production. On le sait, il y a eu des fermetures de capacités relativement importantes en France ces dernières années. Donc on va plutôt se placer aussi à l'échelon européen et il faut qu'on s'assure de garder ces capacités de recyclage et cette capacité en fait à continuer à recycler l'ensemble des papiers graphiques à la fois sur le territoire français mais aussi au niveau européen. On va prendre une dernière question, la question de Mathilde. Alors on va revenir sur le plastique, mais on va revenir aussi sur le cycle de recyclage, les boucles de recyclage. Je crois qu'on a quand même pas mal de questions. C'est toujours des points qui questionnent. Mathilde demande, est-ce qu'un emballage en plastique recyclé, elle dit PE ou PP, peut être à nouveau recyclable et recyclé? Alors on a toujours on va peut-être finir par ce point de pédagogie aussi entre le recyclable et le recyclé. Après avoir déjà fait un premier cycle, est-ce qu'on est toujours en capacité d'en faire un second? Sophie, qu'est-ce que tu peux nous dire là? Alors effectivement, oui, c'est deux notions différentes, mais selon les débouchés, et on l'a dit, on a un enjeu, on veut aller vers plus de réintégration dans l'emballage, etc. Donc quand une bouteille en PET, pour citer par exemple, qui va redevenir une bouteille en PET, donc on va recycler, on va récupérer la matière, elle va être réinjectée dans le process de la fabrication de la bouteille PET. Cette bouteille PET, une fois qu'elle va être consommée par le consommateur, orientée par le bon geste de tri vers le bac de tri, elle va pouvoir évidemment être recyclée. Ça fait partie des enjeux. On l'a dit, l'ensemble des industriels visent des emballages qui soient recyclables, et donc l'intégration de matières recyclées ne doit pas enlever ce caractère recyclable à l'emballage. Donc ça fait partie évidemment des enjeux. Après, il y a d'autres applications, c'est-à-dire que parfois l'emballage il va être recyclé dans d'autres applications du type tuyaux d'irrigation, des toiles d'étanchéité pour toiture, etc. Ou dans l'automobile. Et donc là, évidemment, il y a des enjeux derrière aussi de recyclage. On n'est pas du tout du coup, on sort du secteur de l'emballage, on va vers d'autres secteurs, ce qui en soi est pas mal, on remplace quand même de la matière vierge, etc. Par contre, il faut derrière aussi s'assurer qu'il y ait une deuxième, une troisième vie à ces matériaux.
Oui, parce qu'on entend quand même beaucoup dire, voilà, c'est pas de la vraie économie circulaire si ça part vers d'autres industries, c'est un recyclage dégradé. Bon, la position, on est d'accord chez Citeo, c'est que là aussi, tout débouché à valeur quand même ajoutée, vaut le coup d'exister et d'être Exactement, soutenu. après je laisserai Florian compléter, mais effectivement aujourd'hui par contre chez les metteurs sur marché dans le secteur de l'emballage, c'est un véritable enjeu et un véritable axe de développement de pouvoir réintégrer de la matière recyclée. D'où cette orientation qui est de dire on va essayer de boucler la boucle complètement et de faire en sorte que l'emballage soit totalement et 100% circulaire, c'est-à-dire qu'un emballage puisse être réinjecté, réutiliser la matière dans le secteur de l'emballage. Florian, peut-être il nous reste quelques secondes. Pour terminer, quelles sont les prochaines étapes sur le projet du consortium PS25 ? Comme je le disais, là on est vraiment sur la phase 3, hein, donc on a statué sur le fait que c'était possible, que c'était pertinent et que ça tenait la route d'un point de vue technico-économique. Donc vraiment sur cette phase-là maintenant c'est de suivre des porteurs de projets, hein, donc ils sont identifiés, il y a des industriels qui sont prêts à investir pour aller monter des usines de recyclage et donc l'objectif du consortium c'est de collectivement continuer à suivre et d'accompagner finalement ces projets pour accélérer l'émergence d'une filière de recyclage polystyrène à un horizon 2024-2025. L'enjeu il est vraiment là. Tout dernier mot Sophie, parce qu'il n'y a pas que sur le polystyrène que Citeo aussi fédère, ou en tout cas anime, co-anime, enfin fait partie de consortiums, ou en tout cas de groupes constitués, fédérés, d'acteurs, pas que des metteurs en marché d'ailleurs, les acteurs sont divers. Tu peux nous dire sur quels autres types voilà, on les a cités les résines, mais qui sont aussi montés en consortium pour faire avancer plus vite les sujets. Alors effectivement, on a les barquettes PET qui sont un enjeu important. Et le troisième, c'est ce qu'on a appelé chez nous le club PP, là qui va plutôt s'adresser aux enjeux autour des films et des films en particulier en polypropylène. Après, chez Citeo, on travaille sur plein d'autres enjeux et en particulier sur les enjeux des nouveaux papiers carton. Enfin, je dis nouveaux papiers carton, mais par exemple des emballages papier carton qui viennent parfois en substitution des matières plastiques et du coup de leur impact aussi sur le recyclage. Et le fait de travailler comme ça aussi en groupement, en collectif, ça permet vraiment d'avancer. C'est l'adage dit qu'on avance plus vite à plusieurs, mais en tout cas, voilà, oui, c'est d'intégrer l'ensemble de la réflexion autour avec nos clients, autour de l'ensemble de la chaîne de valeur, des producteurs de matières, fabricants d'emballage, les metteurs sur le marché, la collecte, le tri et le recyclage. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. L'heure s'achève. Merci beaucoup Florian Trohet. Merci beaucoup Sophie. Merci Adeline. À bientôt. Et puis merci à vous. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous. J'espère qu'il vous aura éclairé sur les enjeux. Il y a beaucoup de questions aussi auxquelles on a pu répondre et on vous remercie pour vos commentaires et vos questions. On va bien sûr continuer à parler de recyclage sur les médias de Citeo, notamment sur Twitter et LinkedIn avec un certain nombre de contenus. Vous pourrez revoir des extraits et le replay bien sûr de ce live et puis aussi un certain nombre de contenus pédagogiques pour vous éclairer toujours plus sur les enjeux à travers des infographies, des articles et la vidéo, le tour de la question. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis puis je vous souhaite un très bon début de semaine. À bientôt.